j'ai lu un texte d'un gars qui s'appelle Anthony Essolin. C'est Joe Hamel qui m'a envoyé ça. Ça s'appelle La guerre sans fin. Et puis, c'est une réflexion, ça rejoint pas mal le propos de ce livre, de ce texte-là. Quelque chose dont j'avais déjà un peu parlé. En fait, ça rejoint beaucoup de thèmes dont j'avais parlé. Et aussi, ça rejoint un peu la perspective que j'ai essayé de développer dans mon livre, euh, dans un chapitre qui s'appelait Le progressisme sans progrès. Donc, c'est sur un magazine qui s'appelle Chronicle. Il y a aussi un autre article sur un autre magazine qui s'appelle Intellectual Takeout, Free Mind Pursing Truth. Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet. Et bon, grosso modo, dans le livre, qu'est-ce que j'expliquais? J'expliquais dans le chapitre sur le progressisme sans progrès, j'expliquais qu'il ne reste au progressisme que le progressisme sociétal, bon, c'est-à-dire les droits des minorités, le droit des transgenres, voyons, euh, comment je dirais ça, la dénonciation du patriarcat, de la culture du viol, bon, de tous ces thèmes-là, vous savez de quoi je parle. Et elle a complètement abandonné le progressisme d'un point de vue économique et est devenue réactionnaire. Donc, c'est pour ça que j'appelais ça le progressisme sans progrès, c'est-à-dire que, bon, tous les projets qui veulent développer l'économie, qui veulent nous faire progresser, qui veulent nous faire aller de l'avant, sont jugés comme néfastes pour l'environnement, ça détruit les communautés. Bon, c'est tout le discours de la décroissance qui remet en question cette espèce d'imaginaire-là du progrès, mais tout en conservant le progrès comme valeur sociale, comme l'idée que le passé, c'est comme quelque chose d'arriéré, qu'il faut dépasser, qu'il faut aller vers l'avant tout le temps. Et c'est l'idée de justement cette formule-là d'Essolin qui est la guerre sans fin. Il dit le conservatisme, parce que lui c'est un conservateur, donc c'est pas directement ma perspective, mais je trouve ça intéressant la manière dont il l'amène. Il explique là-dedans que le conservatisme se fonde sur la notion de l'ordre naturel. Donc, il y a une espèce il y a une espèce d'ordre dans la société, et cet ordre-là, il convient. Non, non pas que ça change jamais, mais il y a une espèce d'ordre. Bon, les hommes ont un rôle, les femmes ont un rôle. La société a un certain fonctionnement. Les jeunes, un enfant, c'est pas la même chose qu'un adulte. Un homme, c'est pas la même chose qu'une femme. Une femme, c'est pas la même chose qu'un vieillard. Un vieillard, c'est pas la même chose qu'un enfant. Un hétérosexuel, c'est pas la même chose qu'un homosexuel. Un blanc, vous comprenez l'idée. Donc, il y a un certain ordre naturel, il y a une manière dont la société fonctionne, et lui, il appelle ça l'état de repos ou l'état de paix. Donc, c'est l'état dans lequel une société, aime ses coutumes, aime sa culture, aime sa langue, aime son fonctionnement, et puis arrive dans tout ça le progressiste, pour qui cet état-là, cet ordre naturel-là est la chose à abattre. Et il pose la question dans le texte que je trouve quand même assez brillante. Il dit « Je me suis souvent plaint que le soi-disant progressiste de notre temps ne nous dit jamais où il veut aller. » Il dit « D'un point de vue logique, le progrès implique une destination, un objectif. » Bon, ça peut être un objectif continu, c'est-à-dire s'améliorer tout le temps, ou comme dans le cas du progressisme économique, c'est-à-dire faire des projets pour devenir plus riche, pour qu'il y ait de moins en moins de pauvres. Vous comprenez l'idée? Et lui, il dit, moi, mais le progressisme social, là, qui consiste à prendre des statuts de gens qui ont existé, les tirer à terre parce que j'ai lu dans un livre que le gars avait été misogyne en 1821. Bon, ce genre de choses-là. L'objectif, c'est quoi? On progresse vers quoi, en fait? Quel est l'objectif de tout ça? En fait, c'est un peu l'opposé de la vision conservatrice, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un genre de repos à un moment donné parce que vous êtes arrivé au stade que vous pensez, vous dites, bon, ben, je pense que là, la société est quand même confortable comme ça. Je pense que ça mérite d'être conservé, d'être chéri d'une certaine manière, le mode de vie qu'on a présentement. Le progressiste lui dit non, l'ordre que vous voulez, moi, je vais le détruire. Il faut faire table rase du passé. Et il dit dans le texte, la paix, c'est une citation qu'il fait, la paix, comme le dit Augustin, c'est la tranquillité de l'ordre. Donc, le conservateur, c'est quelqu'un dans cet objectif-là qui veut pas de grands bouleversements.
Il veut préserver sa vie, son confort. Il veut pas que tout soit viré à l'envers tout le temps. Il veut pas qu'on arrive, on lui dise, ben là, ta voiture, t'as plus le droit de la prendre. Ben là, les voyages dans le sud, ça va être assez. Ben là, maintenant, cette personne-là, tu dois t'adresser à elle en fonction de ce pronom-là. Ouais, mais pourquoi? Ben, parce que c'est ça qu'on a décidé. En fait, dans cette logique-là, le progressiste, c'est un peu un perturbateur de paix. C'est quelqu'un qui arrive et qui dit votre ordre établi ou votre supposé ordre établi, me voici comme agent perturbateur de cette paix. Et Essolen dit si vous vivez dans une ville, dans un centre-ville, vous verrez la pathologie de tous les temps, les troubles des gens qui ne peuvent pas laisser les choses se passer. Et ça, c'est une critique qui est un peu superficielle, mais en même temps, il y a un fond de vérité là-dedans. C'est-à-dire que on a l'impression que ces gens-là, ces progressistes-là, ont toujours besoin d'une cause. Et c'est ça un peu l'idée de la guerre sans fin, c'est qu'ils mènent une guerre, ils mènent un combat, mais ce combat-là ne peut pas finir. Parce que s'il finit, c'est comme si leur raison d'être au monde disparaît. Donc là, c'est un peu comme c'est un peu comme la fameuse idée que si vous êtes avocat, en fait, vous ne voulez pas que le crime disparaisse parce que vous n'aurez plus de travail. Bon, c'est une vision un peu simpliste de la réalité, mais c'est un peu cette idée-là, d'un point de vue politique, c'est cette idée, justement, qu'il faut toujours qu'il y ait un nouveau combat. Et là, je voyais cette semaine, bon, le grand combat, et puis là, même le directeur national de la santé publique t'a interpellé à ce propos, c'est que le gouvernement, via la santé publique, a décidé d'accepter qu'on y allait avoir un rehaussement des taux de nickel dans l'air qui sont acceptables. Et là, le grand combat en ce moment, c'est d'essayer de faire revenir ce truc-là en arrière parce que, bon, le nickel qui est dans l'air empoisonne les gens, ça va détruire leur vie, etc. Donc là, c'est un grand combat de ces gens-là pour perturber, si on veut, une évolution naturelle, entre guillemets, parce que, bon, le directeur de la santé publique dit, bon, mais ça a été étudié scientifiquement, ce que nos chercheurs nous disent, c'est que c'est pas dangereux, c'est qu'il n'y a pas de problème, mais en réalité, tout ça s'inscrit dans un grand combat contre l'activité industrielle, contre l'économie de marché, donc tout ce qu'on peut faire pour combattre, même si pas vraiment raison, puis ces gens-là se sont déjà un peu fait pogner, ils avaient trafiqué des photos où on voyait des particules de pan. Bref, je ne reviendrai pas sur tous ces détails-là, mais il y a déjà des choses qui ont été dites par le passé, par les mêmes gens qui parlent en ce moment, qui ont été prouvées même fausses en cours. Donc, c'est un peu ça. C'est justement cette idée-là qu'il faut toujours... On ne peut pas laisser les choses se passer normalement. Il faut toujours intervenir dans le déroulement des choses pour les remettre en question, pour dire « Ah non, ça n'a pas de bon sens. Ça, il faut que ça change. Il faudrait faire telle affaire. Oui, mais personne n'en veut. Oui, mais c'est ça pareil. Il faudrait... Ce que les gens ne comprennent pas. » Et là, il met un peu en parallèle ce que lui appelle les gens normaux. Et il dit les gens normaux là, qui ont existé depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Là, quelqu'un de normal, il honore ses ancêtres. Ses parents, ses grands-parents, les gens qui l'ont précédé, ils acceptent l'héritage de leurs ancêtres et leur pardonnent leurs défauts. Bien sûr, c'est pas l'idée, c'est pas de dire « Ah, mon arrière-grand, mettons que vous êtes un Américain, là, puis votre arrière-grand-père il avait des esclaves, votre arrière-arrière-grand-père avait des esclaves, ou je sais pas à quel moment. » Bon, quelqu'un de normal honore quand même ses ancêtres. C'est la lignée, c'est la tradition familiale. Et il leur reconnaît leurs défauts. Il dit, à l'époque, c'était comme ça. Malheureusement, je pense qu'ils ont tort. Aujourd'hui, on voit ça d'un œil négatif, mais ce n'est pas pour autant que je vais renoncer à mon nom de famille, je vais avoir honte de notre patrimoine. Si, par exemple, j'ai hérité d'une terre qui a appartenu à cette personne-là dans le passé, qui a commis des actes qu'aujourd'hui on juge immoraux, je devrais me départir de la terre. Ce genre de comportement-là. Il dit, il n'est pas normal, et c'est même pathologique, de mépriser nos ancêtres et de vouloir faire tomber leur statut.
C'est un peu ce que je vous disais. C'est un peu à toute l'histoire de la cancel culture. C'est-à-dire qu'il y a une rue quelque part, elle s'appelle la rue Alexis Carrel, ou elle s'appelle la rue je ne sais pas quoi. Et là, finalement, on découvre que, bon, ben finalement, la rue en question elle honore quelqu'un qui a déjà tenu des propos eugénistes ou racistes. Et puis là, tu te dis, ben, le passé témoigne aussi d'autres choses. Ça témoigne de ça, bien sûr. Il faut le connaître, il faut le savoir. Mais ça témoigne aussi que la personne en question a gagné, par exemple, un prix Nobel ou a été reconnu comme un grand scientifique ou un grand explorateur, par exemple, dans le cas de Christophe Colomb ou des explorateurs qui ont conquis le monde. Bon, ben, les gens normaux, qui dit, reconnaissent l'héritage, au moins. Non pas qu'ils acceptent nécessairement, mais ils reconnaissent l'héritage de ces gens-là. Et jamais ça leur viendra à l'idée de dire, ben voilà, la statue qui est là de Vasco de Gama ou de Christophe Colomb, on va la crisser par terre parce que ça représente la misogynie ou le privilège blanc ou je ne sais pas quoi. Ils vont dire, ben non, c'est un homme de son temps. Il y avait les défauts que les hommes ou les femmes de cette époque-là avaient. Mais voici pourquoi il y a une statue et il faut l'accepter, il faut respecter ça. Les gens normaux apprécient la réalité des hommes et des femmes. Ils disent c'est pas normal, c'est même dysfonctionnel de souhaiter qu'il y ait une indifférenciation. Bon, les hommes, les femmes, c'est pareil. Ou encore qu'il y ait 30 genres ou 40 genres différents. Ils disent c'est pas normal. Les gens, dans le concret de la réalité, ce qu'ils voient, c'est que, bon, il y a des hommes et il y a des femmes. Est-ce qu'au travers de tout ça, il y a des exceptions, des gens qui ne savent pas exactement quel est leur genre, pour toutes sortes de raisons qui leur sont propres? Oui. Mais ça ne justifie pas le fait d'abandonner cette norme-là qui est partagée par la vaste majorité des gens. Il dit aussi, puis ça, je pense que c'est intéressant, il dit « Les gens normaux acceptent un délai de prescription lorsqu'il s'agit des péchés du passé et ils ne s'attendent pas à ce que la pureté humaine soit au coin de la rue. » Ça, je pense que c'est vraiment un défaut de notre époque. C'est-à-dire que, prenons n'importe quel sujet, prenons par exemple l'antisémitisme. Bon, avoir la haine des Juifs en 2022, ce n'est pas la même chose moralement que d'avoir la haine des Juifs en 1840 ou en 1931. Donc, si vous lisez un livre d'un auteur, et puis là vous dites « Ah ouais, mais Wagner, par exemple, ou Nietzsche, c'était des antisémites, par exemple. » Vous découvrez ça dans leur œuvre, ou Arthur Schopenhauer, ou peu importe. Là. Mais à un moment donné, il faut que vous ayez conscience qu'à l'époque, c'était quelque chose de très banal. Il n'y avait pas eu encore de ségrégation. Il n'y avait pas eu les camps de concentration. Il n'y avait pas eu le ghetto de Varsovie. Il n'y avait pas eu rien de tout ça. Donc, c'était pas moralement bien, mais c'était compréhensible. C'est ça qu'il dit, le délai de prescription, c'est un peu ça. C'est cette idée que je ne vais pas aller reprocher à Aristote, il y a 2300 ans, d'avoir été pour l'esclavage. Tout le monde l'était à l'époque. Est-ce que ça fait que c'est mieux ou pas? Non. Mais ça fait que on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir embrassé la normalité de leur époque. Je pense que c'est plus ça l'idée. C'est bon, autant des Égyptiens, qu'est-ce qui était normal de faire? Ben, les gens faisaient ça, puis c'était us et coutume de faire comme ça. Aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, ben voyons, ça n'a pas de sens. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse de forcer des gens à traîner des pierres parce que, bon, ils ont été prisonniers, puis on les utilise comme main-d'œuvre. C'était dégueulasse de chasser tel peuple de la Terre Sainte. Ben oui. Mais tu peux pas regarder ça et te dire, ben, les gens qui vivaient à cette époque-là et pour qui cette réalité-là était normale, je les juge au même titre que quelqu'un qui, en 2022, regarderait ça en se disant « Non, non, ça, c'était le bon vieux temps. » Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ce qu'il appelle le délai de prescription. Il dit, en fait, le progressiste, lui, s'insurge contre cette idée-là tout le temps. Parce qu'il faut être parfait. Il faut être toujours le bien. Il faut toujours incarner le bien.
C'est pour ça que, puis c'est un peu ce que j'avais dit dans un podcast que j'avais fait sur le cancel culture, dont j'oublie le nom, c'est un peu l'idée que, finalement, si on fait la liste de tout ce qui est bien aujourd'hui, on va devoir discarter du passé pratiquement tout le monde. On va devoir enlever l'existentialisme est un humanisme dans les collèges et les cégeps de Jean-Paul Sartre qu'on fait lire parce que, Jean-Paul Sartre travaillait avec Simone de Beauvoir à Radio Vichy. Elle se comportait un peu bizarrement en ramenant des femmes dans la couchette de Jean-Paul. OK, parfait. Est-ce qu'Albert Camus a déjà tenu des propos controversés sur les homosexuels ou les femmes? J'en sais rien, probablement. Mozart, Beethoven, tous ces gens-là qui sont des gens de leur époque. Si on les regarde à l'aube, même nous-mêmes, on se regarde nous-mêmes il y a 10, 15 ans, ou 5 ans des fois, puis on se dit, mon Dieu, je disais ça dans ce temps-là, c'est vrai. Ouais, aujourd'hui, ça passe plus vraiment. Combien de fois dans une semaine, dans une journée, vous passez cette réflexion-là? Ça passe plus, ce genre de truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les codes moraux évoluent, sont en constant mouvement, et puis vous pouvez pas vous regarder tout le temps puis vous juger à l'aube de ça. Parce que quand vous l'avez dit ou quand vous l'avez pensé, cette affaire-là, c'était normal de le faire. C'était usuel, c'était coutumier. Le progressiste, lui, il s'en fout de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est retourner dans le passé et juger les gens qui faisaient ça. Donc l'homme, il ne peut pas faire un faux pas. Il faut toujours qu'il soit dans l'avancement, il faut toujours qu'il soit dans le progressisme. Mais comme l'homme, là j'en reviens un peu dans le texte des Solènes, comme l'homme ne peut pas faire un pas s'il craint que le sol ne s'effondre sous lui, le progressiste doit se tourner vers quelque chose qui promet, sinon la paix, du moins un idéal de société. Et ça, c'est ce qui répond un peu à la question de base. C'est que veut le progressiste? Que veut la gauche? Où veut-elle aller? C'est quoi l'objectif? Dans certains cas, ça va être la société sans classe. On progresse, puis oui, on va passer par des situations insupportables comme la dictature du prolétariat où il va y avoir une espèce de bureau, de politburo avec un secrétaire général, puis tous ces trucs-là. Puis vous allez être complètement soumis puis être les esclaves du régime, mais c'est parce que c'est une phase transitoire. Un jour, vous allez être dans un idéal collectif qui va vous assister. C'est les fameux lendemains qui chantent. On ne peut pas s'incliner devant une espèce d'ordre. En fait, le statu quo est impossible. Jamais il est possible. Parce qu'il faut toujours progresser vers cet idéal. Mais le propre d'un idéal aussi, c'est qu'il est inatteignable. C'est comme dire, moi, je veux être parfait. Ah OK, mais c'est quand ça va être parfait? C'est jamais, parce que c'est impossible. Donc, c'est cette idée-là qu'il faut toujours cheminer vers un but, mais un but inatteignable. Donc, il est inatteignable, mais plus on se dirige vers le but, à un moment donné, tu as le goût de te dire, ouais, mais je pense qu'on est correct, là, mais c'est comme l'histoire de la grenouille qui saute. Vous avez déjà vu cette histoire mathématique-là? Vous avez un étang, et la grenouille qui saute, à chaque saut qu'elle fait, elle parcourt la moitié de la distance qu'il reste à faire. Donc, le premier saut, elle traverse la moitié de l'étang. Le deuxième saut, la moitié de la moitié restante. Le troisième saut, la moitié de la moitié. Et comme ça, jusqu'à l'infini. En fait, elle ne traverse jamais l'autre bord de l'étang. Parce qu'elle fait toujours juste la moitié de la distance qu'il reste à faire. Donc, c'est un peu ça avec l'idée du progressisme. C'est qu'au début, tu te dis, ah oui, c'est vrai, là, on libère les gens, c'est pas normal d'être discriminé pour son sexe, sa couleur de... Oui, parfait, tout le monde est d'accord. Mais plus on s'approche de ce que les gens considèrent comme, OK, là, je pense qu'on vit pas mal dans un truc égalitaire. Je pense que les gens ont, peu importe peu importe leur religion, peu importe leur couleur de peau, leur langue, ils ont pas mal tous les mêmes droits. Puis, c'est pas parfait, mais je pense qu'on peut s'en réjouir. Je pense que ça va, là. Mais non, mais plus on se rapproche de l'idéal, qu'on n'atteindra jamais, plus les sacrifices doivent être immenses pour obtenir pratiquement aucun résultat. C'est pour ça que, en fait, quand tu écoutes ces gens-là parler aujourd'hui, tu as l'impression que
On n'a jamais vécu dans une époque pire que celle d'aujourd'hui. Les gens sont dominés, le blanc-triarcat, le raciste. En réalité, on vit dans l'époque la moins raciste de l'histoire humaine. Là. C'est ça la réalité. Là. C'est qu'il y a pas. Vous remontez dans le passé, bon, les Noirs, les Blancs n'ont pas le droit d'être dans le même autobus, ils vont pas dans les mêmes écoles, ils vont même pas dans les mêmes toilettes. Il y a des gens qui sont esclaves, il y a des gens qui sont libres, il y a des gens qui possèdent les. Faut penser à ça versus aujourd'hui. Pourtant, quand on entend ces gens-là parler, c'est comme si, on a l'impression qu'on vit dans une espèce de système ségrégationniste où les gens sont systématiquement discriminés par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur orientation. Mais tu dis en réalité, tout ça n'existe pas. Je dis pas que c'est parfait, mais tout ça n'existe pas. Donc, en fait, ça revient au propos du départ, la guerre sans fin. C'est que tout ça est une guerre interminable. Et plus on se rapproche de la fin de la guerre, qu'on attend, qui ne se termine jamais, plus les trucs nous paraissent extrêmement disproportionnés par rapport à leur réalité objective. Plus ce qui est demandé, tu te dis, mais voyons, mais me semble que ça n'a pas de sens. Me semble que ça n'a aucun sens. Et là, là, on se ramène au lien avec l'État. Et c'est quoi le lien avec l'État là-dedans? C'est que à qui le progressiste peut-il faire confiance pour aller de l'avant? À l'histoire, avec un grand H? Ben non, parce que faut faire table rase du passé, parce que l'histoire, c'est bon, la domination, le racisme, le ci, le ça, les femmes qui sont esclaves des hommes. Donc, le passé n'est pas garant de l'avenir. En fait, le passé, c'est ce qu'il faut effacer. C'est pour ça qu'on crée des statues à terre, puis qu'on efface des monuments, etc. À la nature humaine, non. Mais non, on ne peut pas faire confiance à la nature humaine parce que la nature humaine, en fait, ça n'existe pas. L'ordre naturel basé sur la nature humaine, ça n'existe pas parce que tout ça est une construction sociale. Ben oui, parce que hommes et femmes, c'est une construction sociale, le genre est une construction sociale, les préférences associées aux hommes et aux femmes sont sociales, le système politique, il ne découle surtout pas d'un ordre émergent qui arrive pour toutes sortes de raisons historico-politiques, mais est une construction sociale qui est issue d'une volonté pratiquement complotiste, si on peut dire. Donc, la nature, non. Mais la nature, en fait, il faut la nier. Il faut passer par-dessus. Il faut mettre de l'avant même des politiques qui nient la nature humaine. La religion, l'Église, non, c'est devenu dépassé. C'est même, on est pratiquement plus capable de reconnaître ce qu'elle a fait de bien. Faut l'ignorer. En fait, aujourd'hui, tu as l'impression que, bon, l'Église, c'est quoi? C'était juste des curés pédophiles ou des gens qui abusaient des pauvres. Alors qu'en réalité, ils ont créé les écoles, ils ont créé les hôpitaux, c'est eux qui s'occupaient de la charité. Il y a des millions de personnes sur Terre qui ont vécu à cause d'un coup de main des communautés religieuses. Qui sont pas morts de faim, qui ont été logés. Ils s'occupaient des orphelinats. Les enfants qui étaient abandonnés par leurs parents pour toutes sortes de raisons étaient recueillis dans des orphelinats dont s'occupaient les religieuses. Si eux n'avaient pas ça, qu'ils l'auraient fait. Donc, oui, bien sûr qu'il y a des problèmes reliés à la religion, mais pensez à tout ce que ça a amené de positif. On peut quand même pas dire que ça n'a pas existé. Bon, il y avait des problèmes, comme tout ce qui est humain. Hein. Humain trop humain, disait Nietzsche. Il dit, c'est un peu, en fait, qu'est-ce qui nous reste là-dedans? Il nous reste l'État, il nous reste le gouvernement, parce que tout le reste, c'est pas digne de confiance. La société, bon, c'est le blanc triarcal, le patriarcat. Bon, OK, mais qu'est-ce qui nous reste? Bon, il nous reste l'État, il nous reste l'instrument étatique. Et il dit, c'est pour ça qu'on s'inquiète obsessionnellement des élections. On les suit, on y pèle de l'argent, on en fait une scène de théâtre national extrêmement importante, et c'est les gens les plus perfides, les plus stupides en réalité qui profitent de ça. Il dit, on a-tu raison de s'inquiéter de la politique? Oui. Mais pourquoi on a raison de s'en inquiéter? Ben, il dit parce que l'État s'assure qu'on ait raison de s'en inquiéter. Et les gens qui instrumentalisent l'État s'assurent aussi qu'on ait raison de s'en inquiéter. Parce que on vit toujours avec cette idée-là qu'il faut rester aux aguets là, parce que les méchants pourraient prendre le pouvoir. Il faut s'assurer que le camp du bien triomphe. Parce que l'État, c'est en dehors de l'État, point de salut. Donc, quand on voit, mettons, je sais pas, moi, exemple à tout hasard, un Macron versus une Marine Le Pen,
En fait, c'est deux individus dont j'ai bien expliqué que le programme était somme toute assez similaire sur bien des points. Mais l'idée, c'est d'un côté, les lepénistes vont dire si Marine ne prend pas le pouvoir, c'est la fin de la France, on va disparaître, on va être grand remplacé, etc. Là, je caricature un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Et du côté macronien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ben, il faut s'unir, même si on n'aime pas Macron, parce qu'il faut surtout pas que l'extrême droite prenne le pouvoir, sinon les pauvres vont mourir, les gens n'auront plus de dents dans la bouche, etc. C'est presque, by the way, les pauvres vont mourir, je l'ai entendu. Là. C'est pas moi qui l'invente, je l'ai vraiment entendu.